introduction, je vous félicite d'avoir organisé cette rencontre en un moment tout à fait symbolique et tragique en même temps, et d'avoir posé la bonne question. La bonne question, c'est effectivement la question positive, la gouvernance, et non la question négative, la répression. Plaçons-nous dans cette optique, essayons de comprendre, essayons de voir ce qu'il est possible de faire, et croyez-moi, bien sûr je ne suis pas le seul à le penser, beaucoup de choses sont possibles. Le mot gouvernance, c'est un mot bizarre. Je me souviens même l'humoriste Philippe Meyer faisant toute une émission de radio pour expliquer que le terme est étrange et que ces intellos, décidément, ne pouvaient pas parler comme tout le monde. Pourtant, le mot est intéressant à suivre. La gouvernance, le mot est intervenu il y a une quarantaine d'années, un peu avec la mondialisation, mais l'idée est beaucoup plus ancienne. L'idée de la gouvernance, les historiens sont d'accord pour considérer qu'elle remonte au début du XIXe siècle, peut-être au Congrès de Vienne, lorsque International commençait à dire autre chose que le choc des puissances. À partir du moment où on a pris conscience qu'il y avait des impératifs de sécurité, qu'il y avait des impératifs de bien-être, qu'il y avait des valeurs à défendre et à respecter, alors la problématique de l'international s'est inversée. Ce n'était plus la guerre perpétuelle, c'était le début de réflexion sur ce que l'on appelle un ordre international, puis ensuite un régime international. Lorsque la question de la gouvernance commence à se poser, c'est déjà signe, bon signe de prise de conscience, mais signe de deux éléments. D'abord d'un échec passé et ensuite d'un décalage dans la situation actuelle. Tout dans le bilan que nous portons sur la migration invite à penser l'échec. Échec des politiques de répression qui ont été extrêmement coûteuses pour ces malheureux peuples du Nord qui ont dû consacrer une part de leur richesse à réprimer ceux qui voulaient les rejoindre. Ces dépenses se sont avérées totalement inutiles, largement contre-productives. J'aime bien rappeler pour commencer cet argument utilitaire. Vous ne convaincrez jamais les acteurs politiques en disant voilà ce qui est bon de faire, mais vous aurez davantage leur oreille si vous dites voilà ce qui est intéressant et utile pour vous de faire. La politique de répression de la migration sous ses formes diverses a toujours conduit à des échecs, et des échecs coûteux pour les victimes, en a-t-on cure, mais coutume aussi de constater qu'elles sont coûteuses pour ceux qui la mènent. Échec aussi de toutes ces formules dont on nous a tant parlé, l'aide au retour, dont on a vu quel est le solde. J'irai même plus loin peut-être dans la provocation, cette façon de marier coopération et, entre guillemets, lutte contre la migration. Combien d'hommes politiques nous expliquent qu'en les rendant moins malheureux ou plus heureux chez eux, on saura ainsi les dissuader de venir chez nous. Absurde. Absurde parce que lorsqu'il est question, et on va y venir, de flux migratoires, ce n'est pas le malheur contre le bonheur, mais c'est la frustration qui est l'élément majeur et décisif. Le décalage, le différentiel. Et ce décalage et ce différentiel, il est important. Une politique de coopération réussie, et on en est loin, on en est très loin, une politique de coopération réussie n'est pas du tout un facteur de diminution de la pression migratoire. Échec aussi, on ne le dit pas assez, de la prévision. Ayant déjà un certain âge,
j'ai vécu tous ces moments étonnants. Avec la chute de l'URSS, on nous expliquait qu'il y aurait des vagues déferlantes venant d'Est qui vont en quelque sorte submerger ces malheureux pays d'Europe occidentale. Puis ensuite, on nous a parlé de ces migrations qui viendraient des Balkans et puis de ces migrations qui remonteraient d'Afrique vers l'Europe. Or, en 50 ans, la migration est passée d'un peu plus de 2% de la population mondiale à 3%. Où est le torrent? Où est cette pression insupportable qui ferait rire même un mathématicien, de 2 à 3% de la population mondiale? Il faut avoir tous ces échecs en tête. L'erreur commise par les faux prophètes qui nous annonçaient des tragédies, l'erreur des acteurs politiques qui avaient des solutions préfabriquées pour traiter des problèmes migratoires, l'erreur du tout répressif, avec effectivement le cortège de drames qui a pu l'accompagner. Ça, c'est le côté échec. Il faut prendre en compte aussi le côté décalage. Si se pose un problème de la gouvernance de la migration, c'est parce qu'il y a un formidable décalage entre la réalité migratoire aujourd'hui et la représentation, que les hommes politiques, que les acteurs politiques veulent en donner. Il y a deux discours sur la migration. Il y a un discours scientifique, que nombreux sont ceux dans cette salle et celles et ceux dans cette salle qui ont participé à l'élaborer, et il y a un discours politique. Le drame de la migration, c'est d'être devenu une marchandise de marketing électoral. Le paradoxe dramatique, la source de tout blocage, c'est qu'au lieu d'être envisagée comme une question sociale, et a fortiori une question humaine, la migration est construite comme une question électorale. Vous faisiez allusion au rapport que plusieurs d'entre nous, dont Catherine de Winden qui est dans cette salle, avions rédigé à la demande du ministère sur les migrations. Lorsque nous en avons fait la restitution, tu t'en souviens Catherine, un directeur de cabinet, les ministres ne se déplacent pas ni pour nous ni pour les migrants, donc ils avaient envoyé leur DIRCAB, ces hommes à tout faire du ménage gouvernemental, et un DIRCAB a dit « écoutez, vous avez peut-être raison, mais comment voulez-vous qu'on dise ça aux électeurs ?» Mesdames et messieurs, nous sommes au centre du problème. La migration n'est pas construite par les politiques publiques comme un enjeu social international qu'elle devrait être, mais comme un enjeu de compétition électorale. Si bien que tout dans le discours sur la migration est travesti. Travesti dans son histoire, travesti dans sa nature, travesti dans sa statistique, travesti dans ses fonctions. Et que donc, peu importe la réalité des choses, ce qu'il faut expliquer, et tout ceci avec beaucoup de traits d'union, c'est que la migration est attentatoire à cette double sécurité, qui est la sécurité des personnes dans les rues et la sécurité de l'emploi, sans parler aussi de la sécurité culturelle. Eh bien, ça, c'est un décalage phénoménal. Il en est un second. C'est qu'il importe de comprendre que la migration n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était il y a 50 ans. Elle a un sens entièrement renouvelé. L'erreur des acteurs politiques, c'est de refuser de voir cette transformation. La migration dans un monde dit mondialisé et la migration dans un monde que nous, dans notre jargon, nous appelons westphalien, dans un monde qui était autrefois strictement interétatique,
n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La migration telle que l'on doit la comprendre aujourd'hui et la replacer dans le monde n'a rien à voir avec ce qui fait maintenant notre mémoire de la migration. Cette transformation historique fondamentale, c'est le rôle de l'homme d'État que de savoir la prendre en compte pour imaginer un statut politique nouveau à la mondialisation. Ce statut politique nouveau, il n'est jamais mis à la réflexion. Et c'est ça le fond du problème. Quelle conférence, à part la nôtre aujourd'hui, commencerait à réfléchir sur cette mutation de sens et tenterait à partir de cette mutation de sens de chercher à en tirer le profit maximal pour le bien de tous. Ce que je vous propose, ce que nous sommes plusieurs à vous proposer, c'est de réfléchir sur la migration comme bonne mobilité, comme mobilité qui peut apporter quelque chose de plus au monde. Ce que, dans le langage des jeunes aujourd'hui, on dirait positiver. Positivons la migration. Et elle est riche. Elle est très riche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce changement de sens? Ce changement de sens, il est tout entier inscrit dans l'idée de mondialisation. Deux remarques très banales et très modestes sur la mondialisation. D'abord, la mondialisation, c'est un fait patent sur lequel jamais personne ne pourra revenir. On en parle moins maintenant, mais on nous a à un moment parlé de démondialisation. Comme probablement le jour où on a inventé la bicyclette, certains prônaient la débicyclettisation. Parce qu'après tout, la bicyclette, ça pouvait être dangereux. Non, la mondialisation, on ne l'abolira pas. Pourquoi? Parce qu'à la base de la mondialisation, il y a quelque chose d'irréversible et que je tiens, moi, pour très positif, qui est la communication généralisée. Et la communication généralisée, ce n'est pas rien. La possibilité que tout le monde puisse entrer en relation avec tout le monde et que cette mise en relation de tous les êtres humains entre eux implique l'abolition de la distance, c'est quelque chose d'absolument fondamental. A-t-on jamais réfléchi sur ce que signifiait l'abolition de la distance dans notre bas monde? Toute la grammaire politique traditionnelle repose sur l'idée de distance. Ce qui faisait fondamentalement la différence entre le gouvernant et le gouverné, c'est que le gouvernant maîtrisait la distance, tandis que le gouverné devait passer par le gouvernant pour maîtriser cette distance. Eh bien, cette différence aujourd'hui n'existe plus. Nous pouvons tous brandir ceci comme le nouveau petit livre noir, c'est-à-dire cet instrument qui nous permet d'être en contact immédiatement avec tout le monde. Et que dire d'Internet? Et que dire d'Internet? Cette communication nouvelle, elle est à la base d'un monde nouveau. Ce monde nouveau donne à la migration un sens nouveau. Alors, deuxième remarque, la mondialisation me fait penser au cholestérol. Pourquoi? Parce qu'il y a du bon cholestérol et il y a du mauvais cholestérol. Eh bien, il y a de la bonne mondialisation et il y a de la mauvaise mondialisation. La bonne mondialisation, c'est celle que nous pouvons construire si nous savons nous mobiliser pour elle. La mauvaise mondialisation, c'est celle qui nous submerge si nous ne savons pas gérer cette mondialisation. Du côté de la bonne mondialisation, il y a une valeur essentielle qui est au fondement même, d'abord de votre action, mais d'une façon plus générale de notre sensibilité, qui est la solidarité. La mondialisation rend possible la solidarité et la solidarité rend humaine la mondialisation. Ce n'est pas à des militants d'ONG que j'expliquerai à quel point la mondialisation a ouvert un espace de construction de la solidarité que jamais le monde westphalien, claquemuré sur lui-même, ne pouvait fournir. Et la mauvaise mondialisation, c'est cette dynamique de l'inégalité qui est engendrée mécaniquement par tout processus de mondialisation.
Donc vous avez bien face à face le bon et le mauvais cholestérol, vous avez l'inégalité et la solidarité. Eh bien, selon qu'on saura faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, on aura une bonne ou une mauvaise mondialisation. Cette mondialisation, elle guide nos pas, elle structure notre pensée, elle nous amène à penser la migration autrement. La mondialisation, quand vous voulez coller un étudiant, vous lui demandez de la définir, ce qui est une chose absolument impossible. Donc je ne le ferai pas. Mais en revanche, on s'accorde à considérer qu'elle a 5 caractéristiques. La première caractéristique, c'est l'inclusion. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons depuis 30, 40, difficile de dater la mondialisation dans sa version contemporaine, cette mondialisation que nous vivons a, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, placé tous les êtres humains sur la même scène. C'est un événement historique sans précédent. Tous ou presque tous. Il n'y a que les Palestiniens qui restent sur le quai. Mais le fait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les êtres humains soient rassemblés sur une même scène, signifie 2, 3 petites choses. D'abord, que les enjeux sociaux internationaux deviennent les enjeux internationaux déterminants. Dans un monde inclusif, où l'inégalité guette, où les contrastes sociaux se font plus que jamais évidents et saillants, la réduction de ces contrastes sociaux devient l'exigence sécuritaire numéro 1. Penser la migration aujourd'hui, c'est la penser à travers cette mécanique nécessaire de la réduction des contrastes sociaux. La migration est une sorte de correctif apporté à ces grands déséquilibres sociaux économiques, il ne faut pas l'oublier. L'inclusion, ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la scène internationale est pluriculturelle. L'inclusion, ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et ça c'est quelque chose d'extraordinairement important, l'altérité l'emporte sur l'universalité. L'universalité, c'est quand on est entre soi. L'universalité, c'est le produit d'un petit club. C'est-à-dire, on produit nos valeurs et on considère qu'elles sont bonnes pour tout le monde. L'altérité, c'est le contraire. C'est-à-dire, je vais avec l'autre construire l'universalité, l'universel. Je vais le faire en partenariat avec l'autre. Et là aussi, ceci va donner à la migration un sens nouveau. La mobilité des personnes est aussi une façon d'activer cette altérité et sa capacité de produire de l'universel. C'est ce qu'on appelle dans des langages bizarres l'hybridation culturelle et tout ce qui s'ensuit. C'est un phénomène très important. Deuxième marque de la mondialisation, la déterritorialisation. Je disais tout à l'heure qu'avec la mondialisation, on a aboli la distance, mais on a aboli aussi le territoire. Vous le disiez très justement dans votre introduction, on est dans un monde où on considère qu'évidemment, les marchandises doivent circuler, que la finance, vous savez, celui qui n'a pas de nom et qui, etc., circule librement dans l'espace mondial. Mais il n'y a pas que la finance et les marchandises, tout circule. Les sons, les idées, les visions, les informations. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à notre longue histoire des relations internationales. Ça signifie que les frontières n'auront plus jamais demain, et déjà aujourd'hui, le sens qu'elles avaient hier. Penser, et c'est à la base de toute politique répressive, que l'on peut confier aujourd'hui, en 2015, aux frontières les mêmes fonctions qu'on leur confiait au temps de la ligne Maginot, de la ligne Bleu des Vosges et de ces autres marques de notre histoire contemporaine, et folie. Folie qui me fait penser aux délégués soviétiques devant l'Assemblée générale de l'UNESCO qui s'est tenue à Nairobi en 1976 et qui demandait qu'on votât une convention internationale interdisant aux ondes de passer les frontières. Votre réaction est saine. Ça a été celle de la salle à l'époque aussi, où on a bien compris que quelque chose de nouveau, du point de vue du droit international et de la pratique internationale, était en train de se mettre en place.
repensons la migration par rapport à ces frontières dont je ne dirais pas qu'elles n'existent plus, mais dont j'affirmerais qu'elles n'ont plus le même sens qu'elles pouvaient avoir autrefois. Troisième marque de la mondialisation, c'est cette dialectique de l'homogénéisation et de la résistance culturelle. La mondialisation, c'est effectivement des modèles culturels qui viennent McDonaldiser le monde, qui viennent Coca-Colaiser le monde, qui viennent blue-jeaniser le monde. Ce phénomène existe. Et il ne faut pas oublier que sous les tchadors de la révolution iranienne, dans les défilés de Téhéran en 1979, les jeunes filles portaient des blue jeans et adoraient regarder à la télévision l'inspecteur Colombo. Ce n'est pas une formule, c'est quelque chose que j'ai empiriquement observé en 1977-1978 en Iran. Cette universalisation, cette hybridation, elle existe. Mais en même temps, jamais les cultures, dans leur nature particulariste et de résistance, ont été si fortes et si affirmées. Il n'y a pas de contradiction en cela. Au contraire, plus on va vers l'homogénéisation, plus les réactions particularistes vont s'affirmer. Il y a là une dialectique saine de l'histoire humaine, c'est-à-dire je suis solidaire de tous, mais je garde ma personnalité. L'usage de ce particularisme pourrait être un usage positif. Je défends la langue française, d'ailleurs la preuve c'est que je parle en français, mais ça peut être aussi terriblement négatif. Mon particularisme va devenir l'emblème de ma protestation, peut-être de ma haine, peut-être de ma violence, en tous les cas de l'expression de ma frustration et de mon mécontentement. Mais après tout, on a le droit d'être mécontent et on a le droit d'exprimer sa frustration. Et cette dialectique-là, elle est bien au centre de notre mondialisation d'aujourd'hui. Quatrième caractéristique, l'interdépendance. Nous sommes dans un monde où désormais tout le monde dépend de tout le monde. C'est la raison pour laquelle l'idée de souveraineté n'est plus tenable. Tout le monde dépend de tout le monde, c'est-à-dire que le faible dépend du fort. Vous allez me dire, ce n'est pas nouveau. Mais là, ce qui est nouveau, et que j'affirme, c'est que désormais, le fort dépend du faible. Le fort dépend du faible, et la puissance n'a plus la capacité qu'elle avait autrefois. Et si le fort dépend du faible, il en dépend dans son avenir économique. L'économie allemande dépend de l'essor qui sera réservé à la catastrophe grecque. Dans sa santé publique, comment peut-on éradiquer le sida en Europe sans l'éradiquer en Afrique? Eh bien, poussons un petit peu plus loin pour être dans la réalité des choses. Le bonheur de l'autre, mon bonheur commençant par moi, mon bonheur dépend désormais du bonheur de l'autre souffrant. C'est-à-dire que ma chance d'être dans le bonheur dépendra de ma capacité d'émanciper le souffrant des malheurs. C'est la raison pour laquelle je crois que nous ne sommes plus dans un monde de puissance. La puissance ne fonctionne plus, on ne gagne plus de guerre. Nous sommes dans un monde non plus de puissance, mais de souffrance. C'est la souffrance qui mène le monde. Et c'est de notre capacité de maîtriser la souffrance que dépendra notre chance de survie et notre bonheur de demain. Moi, Madame Bettencourt, mon bonheur dépendra de la diminution des malheurs qui frappent le malheureux paysan du Sahel. Ça, c'est au centre de la réalité sociale. Un très grand sociologue l'avait déjà pressenti à propos des nations, pas à propos du monde. C'était Émile Durkheim. Et c'est pour ça qu'il parlait de solidarité. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure sur la solidarité. C'est-à-dire que si vous voulez être heureux chez vous, faites en sorte que les autres soient un peu moins malheureux chez eux. À partir de cela, mesdames et messieurs, la cause est entendue. La migration devient un phénomène normal, devient un phénomène salutaire dont le monde a besoin pour se réguler.
J'ajouterai une dernière caractéristique de la mondialisation, c'est la communication et la visibilité. Nous sommes dans un monde où tout le monde voit tout le monde. Ce qui change beaucoup, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est que, mais est-ce pire? Oui, par ses conséquences directes. Celui qui souffre désormais voit celui qui bénéficie de l'opulence. Et ça, c'est un changement terrible, parce qu'autrefois, l'affamé mourait en silence, il ne voyait pas le riche. Aujourd'hui, l'affamé, dans son agonie, voit l'opulence. S'il est affamé à Lagos ou à Karachi, il voit ce que c'est que l'opulence. Et ceci reconstitue tous les comportements sociaux et place la frustration et l'inégalité au sens de la conscience mondiale. Alors, mesdames et messieurs, au nom de ça, disons, faisons-en notre slogan, le migrant est l'avenir du monde. La migration est au centre même de la grammaire de la mondialisation. La migration, c'est l'accomplissement de ce nouveau monde dont on nous rebat les oreilles, mais dont on ne sait jamais tirer toutes les conséquences de l'identité nouvelle. Et la migration va s'inscrire banalement, très banalement, dans la réalité des contrastes socio-économiques que je rappelais tout à l'heure. Si l'Europe représente 35% du PIB mondial, mais seulement 6% de la population mondiale, comment voulez-vous que les gens de la météo mondiale ne montrent pas qu'il y a un courant qui souffle vers l'Europe? C'est mécanique, c'est absolument mécanique. Quand on compte aujourd'hui en Italie 33 millions d'actifs, mais que l'on sait que dans moins de 10 ans, ils seront moins de 30 millions, c'est-à-dire 3 millions d'actifs en moins en l'espace de moins de 10 ans, les vents vont souffler. C'est inévitable. On n'arrête pas les vents en météo, on n'arrête pas les migrations dans la mondialisation. Et on pourrait ainsi continuer. Quand on sait qu'aujourd'hui, le Nigeria, c'est 65 millions d'actifs, mais qu'en 2025, ça sera 90 millions d'actifs, quel est le calcul simple d'un Nigérian, même s'il n'a pas une licence de sciences économiques? Le vent souffle normalement. Nous sommes, avec la sociologie des migrations, dans une sociologie des marqueurs des inégalités. Et donc, dans une logique banale, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est comme ça qu'il faut le poser, dans une logique banale de réintégration sociale internationale. Quand le grand Émile Durkheim nous disait si nos nations, on est à la fin du XIXe siècle, veulent survivre, il faut qu'elles promeuvent l'intégration sociale nationale, sinon c'est Marx qui aura raison et le conflit qui se généralisera. Mot pour mot, on peut reprendre ces termes pour décrire l'ordre mondial aujourd'hui. Si on veut véritablement que notre planète survive, il faut qu'il y ait une politique sociale internationale, il faut qu'il y ait une intégration sociale internationale, et la migration en sera le moteur humain. C'est inévitable. Penser qu'on peut être dans cette interdépendance et cette inclusion sans rétablir les rapports de richesse dans un sens plus équilibré, c'est rêver et prendre le risque de transformer très vite ce rêve en cauchemar. Le grand Durkheim insistait sur la nature matérielle de cette intégration sociale, l'accès aux biens, d'où l'importance de l'état de bien-être, des politiques sociales et des politiques d'intégration. Mais avec le langage de son temps, Durkheim nous disait que cette intégration sociale ne sera possible que par l'éducation morale. Alors on se dit, ça c'est ringard, ça fait instruction civique, Troisième République. Pas du tout. Durkheim, ce n'était pas le genre instruction civique de la Troisième République. Durkheim voulait dire quelque chose de très fort.
Il voulait dire le lien social qui se tisse est un lien utilitaire, mais si ce lien utilitaire n'est pas doublé d'une volonté commune de vivre ensemble et de respect mutuel, eh bien ça ne marchera pas. Les sous, ça ne suffit pas. Eh bien, projetons la même chose au niveau mondial. Nous avons besoin d'une éducation morale au sens durkheimien du terme, d'une éducation morale du lien social transnational. Cette éducation morale, c'est quoi? C'est le respect, c'est l'altérité. C'est de se dispenser de se moquer ou de se donner le plaisir futile et la délectation de se moquer du prophète en l'installant sur un corps de chien, etc., etc. Parce que le faible, agressé par un humour qui n'en est pas véritablement un, prendra inévitablement cela comme un refus de l'altérité. Si je me moque du fort, si je me moque de mon égal, si je me moque de Gus, par exemple, en ce moment, j'ai le droit de le faire. Nous sommes dans une situation d'égalité. Si je me moque de celui qui est dans une situation d'oppression, de rejet, de marginalisation, de stigmatisation, de dénigrement, alors là, effectivement, je crée les conditions d'une nouvelle violence. L'éducation morale, c'est savoir respecter l'autre. Respecter l'autre, c'est pas facile, parce que respecter l'autre, c'est s'enlever un peu de cette part de liberté infinie dont on aimerait facilement jouir. Mais respecter l'autre, c'est bien supérieur. L'idée de respect à l'idée de liberté. Parce que l'idée de liberté, c'est une idée égoïste, que je puisse jouir. L'idée de respect, c'est une liberté positive, c'est-à-dire donner à l'autre de la liberté. La liberté, au sens classique du terme, c'est l'autoconsommation. Le respect, c'est ouvrir l'autre à la liberté, à la considération. Et là, tout le problème de la migration est à reconstruire dans ce sens. C'est-à-dire faire en sorte que l'autre qui vient vers moi, contraint ou forcé, l'autre a un droit absolu à exister en tant qu'autre. Et que c'est avec cet autre que je pourrai véritablement construire une véritable liberté. Ça, c'est pour moi quelque chose d'absolument fondamental. Je termine, car je sais qu'à voir votre sourire forcé, que c'est le moment pour moi de conclure. Quelle peut être l'orientation de cette gouvernance? Alors, vous savez, ce n'est pas très brillant. Ce n'est pas très brillant pour deux raisons. D'abord parce que notre monde westphalien, notre monde abusivement politique, notre monde qui a tendance à considérer que la sécurité renvoie d'abord aux politico-militaires, a toujours négligé la gouvernance sociale au profit de la gouvernance politique. Se réunir en concert pour décider d'étouffer la révolution libérale en Espagne, nous sommes en 1821, pour décider d'intervenir à tel endroit du globe aujourd'hui, oui, c'est admissible. Et puis le Conseil de sécurité lui-même est forgé autour de ça. Intervenir pour le bonheur social et la paix sociale mondiale, ça c'est rarissime. Je pourrais vous en donner des exemples. Ces prémices de gouvernance sociale du monde, cet Office international de l'hygiène publique qui avait été créé au tournant du 19e et du 20e siècle et qui n'a servi en fait qu'à vacciner les soldats. Eh oui. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a dépassé et de loin les 2000 résolutions, en a consacré que 2 aux questions sociales, dont la première portait sur le sida. Ah, c'est pas mal que de s'occuper du sida, mais c'était uniquement pour voir comment protéger les casques bleus du risque de contamination par le sida. Bon, la gouvernance sociale mondiale, ça a du mal à se mettre en place. Mais la gouvernance sociale des migrations, c'est la pire de toutes, dans la mesure où on a pu construire en 1945 que l'Organisation internationale de la migration et l'Organisation internationale de la migration avait ceci de particulier, 1, de ne pas faire partie du système onusien, et 2, de disposer de moyens d'intervention extraordinairement faibles. Ce grand secrétaire général des Nations Unies, qui a été Kofi Annan, a souhaité pouvoir intégrer la question de migration dans la gouvernance sociale mondiale. Il y a bien eu
la mise en place en 2003 de la fameuse Global Commission on Migration, très bien, qui a abouti à un rapport 2005, très bien, à la création d'un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les migrations, très bien, plus personne n'en parle d'ailleurs, et peut-être l'élément le plus positif, en 2007, les premiers forums sociaux mondiaux sur la migration. Mais vous voyez quand même qu'au total, le bilan est faible. La contractualisation, la conventionnalisation est extrêmement modeste. La Convention sur le droit des migrants, signée par une trentaine d'États, relevant plus des derniers wagons du train du PIB que des vedettes, puisque aucun des États européens n'a véritablement signé. Ce qu'il faut, c'est un régime, une gouvernance qui repose sur trois principes. D'abord, abolir le statu quo, changer la grammaire, on en a déjà parlé. Deuxièmement, promouvoir l'intersocialité. C'est fini les relations internationales. Je serai probablement le dernier professeur de relations internationales et je prends ma retraite très bientôt. Maintenant, c'est les relations intersociales qui sont en train de naître et de se substituer. C'est des relations entre sociétés que naîtra ce nouvel ordre de la régulation et de la gouvernance des migrations. Et cela implique une gouvernance multi-acteurs. Cela implique de traiter de la question des migrations, non pas entre États, mais avec les États, mais aussi avec les acteurs sociaux, qu'ils soient organisés, ONG, Églises, représentants de collectivités locales et territoriales, ou qui ne le soient pas, c'est-à-dire migrants eux-mêmes. Migrants eux-mêmes. Et enfin, c'est de construire une gouvernance de la migration gagnant, gagnant, gagnant. C'est-à-dire win-win-win. Quand on le dit en anglais, ça fait plus scientifique. Quel est le sens de cela? C'est de dire que d'une bonne gestion de la migration, tout le monde peut être gagnant. Le pays de départ, le pays d'accueil et les migrants eux-mêmes. Une bonne migration, une bonne mobilité, c'est d'abord une mobilité informée. Il est fondamental d'informer le migrant sur le pays où il va, sur les conditions d'accès à ce pays. C'est une migration assistée. Moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'assistance, c'est ringard. Non, l'assistance, ça fait partie de la solidarité. Et messieurs les patrons, je suis sûr qu'il y a des représentants du grand patronat ici, messieurs les patrons, sachez qu'un migrant heureux est un migrant plus productif qu'un migrant malheureux. Oui, il faut quelquefois parler ce langage, parce que sinon, vous n'intéressez pas. Là, j'intéresse. Il faut savoir que dans la réalisation et l'accomplissement du bonheur humain, mais c'était à la base même du socialisme au XIXe siècle, il y a l'idée de renforcement des capacités humaines. Et c'est là un élément fondamental. C'est une migration qui est vue comme bien global. Et à partir de ce bien global, demandons-nous tous les apports que représente la migration par rapport au rééquilibrage des budgets sociaux, par rapport au déficit démographique des pays du Nord, par rapport aux besoins de nouveaux types d'emplois, par rapport à la capacité qu'a la migration de générer de nouveaux emplois, par rapport à cette hybridation culturelle qui permet, dans chaque société nationale, de pouvoir davantage s'internationaliser. On nous dit des bêtises. La plus belle des bêtises, c'est il faut arrêter le conflit israélo-palestinien aux frontières de la France. Ça, c'est la noix d'honneur de tous les canards réunis, n'est-ce pas? Comme on a arrêté le nuage de Tchernobyl aux frontières. Mais non, le conflit israélo-palestinien, il est dans la tête et des esprits de tous ceux qui, parce qu'ils souffrent, s'identifient à la souffrance des autres. Si on faisait de la migration, non pas la base d'une souffrance obligée, mais d'une compréhension de l'un par rapport à l'autre, alors on pourrait aussi, à partir de l'innovation sociale, créer les conditions d'une nouvelle lecture d'international et d'une paix mondiale. Eh bien, c'est à cela, mesdames et messieurs, que je vous invite.
C'est-à-dire, je crois véritablement que non seulement le migrant est l'avenir du monde, mais que la migration est la solution pour le monde.